PD. Et oui, bonsoir à tous, nous sommes de retour exceptionnellement pour le bug numéro 8, un bug un petit peu spécial, on va vous expliquer pourquoi tout de suite. Je suis accompagné ce soir de Seb, salut Seb. Salut Tony. Et nous ne sommes pas accompagnés de Bastien. Non, mais où est Bastien ? Demandons-lui. Tu me vois pas ? Je suis dans la voiture rouge. Et oui, en fait, alors on va vous expliquer. Alors, donc déjà, il est effectivement dans la voiture rouge et qui plus est, suite à ces interventions répétées des 2 dernières émissions, nous avons reçu de nombreuses plaintes de ligues féministes du cinéma pour se plaindre de ce qu'on appelle maintenant le Éric Zemmour de Bug. Et nous sommes donc obligés de nous passer de ces services pour cette émission spéciale, en espérant que les féministes chiennes de garde nous laisseront tranquilles la prochaine fois. Donc, vas-y. En gros, pourquoi n'est-il pas là ? Je suis plus con que con. Et oui, ça c'est aussi une possibilité. Donc ce soir c'est aussi une émission un petit peu particulière. On a choisi avec Seb d'aborder 2 films mal aimés, 2 blockbusters mal aimés de la décennie des années 2000. Donc une émission sous le signe de la réhabilitation. Sujet ô combien important. Donc Seb va traiter de Superman Returns de notre ami Bryan Singer et je parlerai ensuite brièvement de Van Helsing de Stephen Sommers. Alors Seb, tu commences par Superman Returns ? Ouais, tu parles de réhabilitation, je vais en partie le faire parce que j'aime ce film profondément, mais fondamentalement je vais pas essayer de convaincre qui que ce soit, je vais juste expliquer pourquoi moi j'aime ce film. Ce qui, j'espère, va pas forcément le réhabiliter, mais va donner envie aux gens qui l'auraient détesté à la première vision de lui redonner une seconde chance. Eh bien écoute, ça sera la même chose pour moi, on est d'accord. Donc, Superman Returns, sorti en 2006 et réalisé par Bryan Singer, film pour lequel il a laissé la franchise X-Men entre les sales pattes de Brett Ratner. Mais assez parlé de choses sales, car aujourd'hui je suis là pour dire du bien et rien d'autre par rapport à la dernière émission où je me suis bien amusé à chier allègrement sur une grosse merde. Pour ceux qui n'ont pas suivi la dernière émission, c'était sur 50 nuances plus sombres. Exactement, grand moment de cinéma. Voilà. Donc, Superman de Richard Donner, c'est un film de chevet. Avec Retour vers le futur et Star Wars, c'est le genre de film qui m'a ouvert sur l'imaginaire. L'affiche clamait « Vous allez croire que l'homme peut voler » et c'est vrai, encore aujourd'hui. Quand je dis que le film n'a pas vieilli, il y a toujours 2 ou 3 cons pour ricaner et parler des effets spéciaux. Et oui, je sais, on a tous des yeux en fait. C'est un film qui est sorti en 1978, donc c'est logique. 78 pour la France. Ouais. Ah non, c'est 78 aux États-Unis aussi. C'est vrai. Non, parce que t'as dit 78, hein, c'est pour ça je fais la traduction. Ah, bah oui, pardon. D'accord, oui, c'est vrai, c'est mon côté belge. Donc, le film est sorti en 78, pardon. Donc, c'est logique, quand t'as Clark qui court à côté d'un train à pleine vitesse, ou alors les séquences de vol aussi, on le voit bien que les effets spéciaux ont vieilli. Mais est-ce qu'on s'en fout pas un peu ? Dire que le film n'a pas vieilli, c'est pas parler des effets spéciaux, c'est un tout, le fond, la forme. Ce film me fait toujours croire que l'homme peut voler. Et c'est aussi le cas pour le film de Bryan Singer. Son Superman transpire cet amour pour le film de Donner. Et c'est sa plus grande qualité. Et en même temps, son plus grand défaut. Plus grande qualité parce qu'on ressent cet amour. C'est donc un film sincère, fait avec le cœur et l'âme. Singer s'identifie à Superman comme il avait utilisé le discours mutant pour parler entre autres de lui dans X-Men. Il se reconnaît en ses personnages. C'est pas juste un mec qui débarque pour faire un blockbuster et faire péter le box-office. D'ailleurs, il s'est un peu planté là-dessus sur Superman Returns. Plus gros défaut, parce que ce film se veut être la suite des 2 premiers Superman. Ça marche aussi avec les 2 suivants, mais je préfère oublier qu'ils existent. Tu m'étonnes. Superman qui combat un super ordinateur ou alors Dolph Lundgren, voilà. Un faux Dolph Lundgren, non merci quoi. C'est clair. Mais voilà, c'est une suite qui se perd un peu dans le remake ou un remake qui se perd dans une suite. C'est tellement un hommage au film de Richard Donner, le premier Superman donc, qu'il a du mal à avoir son identité propre. Par exemple, on peut être très critique envers The Wolverine de James Mangold, mais son film a sa propre identité. Et ça, on peut pas lui enlever. Ici, Singer se fout lui-même face à un mur. Face à un mur parce que Christopher Reeve, le mec n'est pas une incarnation de Superman, il est
Superman. J'adore Henry Cavill, je trouve que Brandon Routh est loin d'être mauvais contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire depuis des années, mais Reeves sera à jamais Superman. Et Routh doit faire du Reeves, comme Kate Bosworth, que j'aime beaucoup, doit faire du Margot Kidder, et Kevin Spacey du Gene Hackman. C'est un horrible piège dans lequel il s'est enfermé tout seul, ce qui aurait pu être évité en s'accordant plus de liberté. Ceci étant dit, notons que la liberté qu'a prise Zack Snyder sur Man of Steel lui a été renvoyée à la gueule aussi, ce qui prouve qu'il y aura toujours un problème dans l'approche qu'aura un auteur sur le personnage. D'un côté on respecte les bases, ça ne plaît pas, de l'autre on les dynamite et ça ne plaît pas non plus. Existe-t-il un juste milieu? Un jour on le saura peut-être. Moi à titre personnel, j'aime les deux visions pour des raisons différentes et bien entendu à des proportions tout aussi différentes. Ouais, mais Superman est une telle icône, le Richard Donner, c'est vrai que ça a toujours été plus ou moins le maître étalon du film de super-héros. Même encore aujourd'hui, on a souvent tendance à le comparer, à mettre les nouveaux films de super-héros face au Donner. Et c'est loin d'être le cas de tous les films de super-héros qui ont suivi, quoi. Donc Ouais. c'est vraiment l'exemple parfait du film de super-héros réussi, même encore aujourd'hui, quoi. Ouais, et puis les gens comparent deux trucs qui n'ont rien à voir. En fait, ils prennent les films de super-héros en général, mais ce qu'il faut voir, c'est que Superman n'est pas un chef-d'œuvre du film de super-héros. C'est un chef-d'œuvre de cinéma. Voilà, c'est tout ça. court. C'est ça, effectivement. Donc ouais, c'est un film bâtard, c'est évident. Et la sincérité, aussi grande soit-elle, ne fait pas forcément une réussite. Ça permet juste de relativiser son avis et être moins sévère envers une œuvre ratée. Mais moi, je l'aime ce film. Peut-être pour des raisons totalement invalidées par un esprit critique qui jugera plutôt le film avec sa tête qu'avec le cœur. Mais j'aime tellement Superman que pouvoir le retrouver au cinéma, c'était un cadeau du ciel. Et je n'arrive pas à rester extrêmement objectif, mais j'y arrive quand même un peu. Du moins le plus possible. Parce que les défauts, je les vois. Je sais qu'ils sont là. Il y a une vidéo de Kevin Smith quand il faisait des prestations sur scène où des fans lui posent des questions, il répond. C'est disponible sur YouTube. Où il démolit le film parce qu'il l'a profondément détesté. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais ça reste malgré tout très drôle. Et au milieu de tout ça, il pointe du doigt un point extrêmement important. Le fait que Lois ait donné naissance au fils de Superman et que ça ne la choque pas, alors qu'il lui a effacé la mémoire à la fin de Superman 2. Donc en gros la meuf elle devrait se dire putain il y a Superman qui m'a super violé. Mais non. Mais peut-être que Bryan Singer cautionne, hein, il n'est pas... Oui il y a quelques histoires un peu sales. Oui on est d'accord, voilà. Mais à côté de ça, il y a vraiment énormément de bons moments. Le sauvetage de l'avion, le fameux vous allez croire que l'homme peut voler, bah j'étais en transe la première fois que j'ai vu le film, c'était il y a 11 ans, et c'est toujours pareil aujourd'hui. Toute la séquence où Superman sauve des gens lorsque Luthor lance son plan et que Metropolis est touché, c'est du pur Superman. T'as une réplique aussi. T'as Superman qui emmène Lois et lui parle de l'article qu'elle a écrit qui s'appelle Pourquoi le monde n'a pas besoin de Superman, et pour lequel elle a gagné le Pulitzer, et il lui répond que chaque jour il entend crier et pleurer les gens demandant qu'on les aide. Il y a beaucoup de mélancolie dans ce film, c'est le plus par rapport au film de Donner. Singer appuie sur le côté outcast de Superman et je trouve ça vraiment très beau, comme lorsque Superman est affaibli par la kryptonite. Il est à terre, il se fait rouer de coups, il est traîné sur le sol et là il crie I'm still Superman. C'est d'une puissance mais complètement dingue, j'en ai des frissons à chaque fois que je revois le film quoi. Alors évidemment on peut voir une grosse incohérence quant à Superman qui est terrassé par la kryptonite et incapable de se relever pour ensuite être capable de soulever un continent entier, évidemment. Mais réécoutez ce que je disais dans le bug à propos de Hacksaw Ridge de Mel Gibson, c'est avant tout la volonté d'un homme prêt à sacrifier pour la bonne cause. L'incohérence, je la vois, mais je préfère juste lui trouver une raison d'être. Ce qui est certes une manière extrêmement subjective de juger le film, mais après tout, c'est pas un peu ce qu'on fait tous à propos de tous les films. Exactement. Enfin j'espère. Donc, ouais. Bah après t'auras toujours des gens qui diront non mais je suis extrêmement objectif, mon opinion a plus d'importance. Non mec, tu juges par rapport à ton ressenti, point. Donc non, Superman Returns n'est pas le chef-d'œuvre que je rêvais de voir, comme Man of Steel derrière lui ne l'avait pas été non plus. Et c'est clairement pas le retour en grâce du personnage comme a pu le faire Christopher Nolan pour Batman avec Batman Begins. Parce que les deux ont été traînés dans la boue. Quest for Peace pour Superman et Batman et Robin pour Batu. N'empêche que 11 ans plus tard, et les Bat Nipples aussi, hein, oui, on les oublie pas. Merci à Joël Schumacher.
Ouais. N'empêche, c'est dans le film Lego Batman Movie, quand il résume tous les Batman précédents, les deux de Schumacher sont représentés par la combi avec les nichons. Ouais, tu m'étonnes. Absolument parfait. Donc, n'empêche que 11 ans plus tard, je continue à revoir le film avec toujours le même plaisir, la même émotion et la même jouissance. On est peut-être loin du plaisir que me procure le film de Richard Donner, qui lui était un chef-d'œuvre, mais pour moi, à mes yeux, à titre très personnel, ce Superman Returns, c'est ce qui participe à continuer aujourd'hui à me faire rêver. J'ai toujours envie de croire que l'homme peut voler, et l'espace de 2h30, j'y crois. Après, concernant le rapport avec le film de Richard Donner, laissons Bastien livrer le mot de la fin. On retrouve jamais de façon la virginité inaugurale. Oh, quelle belle pensée, Bastien, merci de ton intervention. Bah écoute, Seb, c'est vrai que le film avait quand même été traité, enfin il est même toujours traité quand même plus ou moins avec beaucoup de dédain aujourd'hui. Est-ce que la carrière de Singer, elle en a pris un coup quand même après l'échec de Superman Returns? Bah non, pas spécialement, il a été faire son truc avec le haricot magique, là j'ai oublié comment ça s'appelle. Ouais. Et c'était pas catastrophique, mais c'était pas non plus vraiment génial. Il y avait pourtant un chouette casting, t'avais Ewan McGregor dedans, t'as Nicholas Hoult qui joue le fauve dans les nouveaux X-Men. Par contre, il avait participé à relancer X-Men après deux films catastrophiques, qui étaient donc X-Men 3 et X-Men Origins Wolverine. Puisqu'il avait participé à l'écriture et produit X-Men First Class, et puis il est retourné sur X-Men Days of Future Past, qui a été un énorme succès, et puis ça s'est un peu planté avec Apocalypse, qui a bien marché, mais qui a pas été non plus, qui a été mal accueilli par la critique, et moins qui bien a pas reçu, été un ouais. bon succès. Ouais, mais ouais, c'est ça, c'est qu'on sent quand même qu'il a eu un petit moment de, on va dire, de flottement, et du coup, il est revenu un peu sur des acquis qui s'avaient solides. Donc, c'est vrai que du coup, on attend un peu de voir ce que va être la suite de sa carrière, parce que là, normalement, avec les X-Men, il en a plus ou moins fini. Normalement, ouais, c'est sûr qu'il ne réalisera pas le prochain. Maintenant, est-ce qu'il ne réalisera vraiment plus aucun Oui, c'est X-Men, ça, on ne sait Ouais. pas. Quoi. Bah, c'est Parce ça. que, on n'avait pas imaginé qu'il allait revenir, donc. Ouais, il est l'avantage, quand même c'est qu'il a toujours ça sous le coude. Il peut tenter des films et si ça se plante, il peut revenir sur sa franchise vu qu'il doit avoir une partie des droits, une bonne partie des droits maintenant. Ouais. Donc voilà. Puis bah il est à la prod de Légion par exemple. Donc on sait que voilà, il en a pour quelques années encore. Exactement. Donc bah écoute, pour Superman Returns, t'as quelque chose encore à rajouter ou pas? J'aime ce film. Je trouve juste dommage parce que l'idée de Kevin Spacey en Lex Luthor, c'était une idée absolument brillante sur le papier. Et je trouve dommage que ça singe, Singer. Ouais. Singe. Ah, 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 ah. Mhm. Ça singe trop le film original. J'ai dit que j'adorais et je maintiens, j'aime vraiment ce film. Mais Gene Hackman fait du cartoon live avec Lex Luthor, c'est pas Ah oui. mon Lex Luthor préféré. Moi je préfère le vrai génie machiavélique qui a réussi à être élu président des États-Unis dans les comics. C'est quelque chose que tu peux pas imaginer une seule seconde quand tu le vois dans les films Superman. Oui, c'est clair que Gene Hackman dans les Donneurs, c'était pas, enfin c'était un bon numéro de cabotinage clair et net. Et justement par rapport à ça, pendant qu'on est sur Superman, Smallville, tu le places où vis-à-vis de ça? Bah moi quand j'ai commencé Smallville j'étais très jeune donc ça me plaisait. Après plus le temps passait, est-ce que c'est vraiment devenu de plus en plus nul ou alors c'est moi qui commence à grandir et me rendre compte que ça avait toujours été nul. Ce que je me souviens vraiment c'est que ils avaient de bonnes idées à la base. Enfin c'est un sujet intéressant de raconter Superman avant Superman. Sauf que quand t'as raconté approximativement 10 ans de la vie de Clark Kent de 16 à 26 ans, t'as envie de dire, les mecs, arrêtez, quoi, ça devient ridicule. Ils te ramènent Lois Lane qui arrive à Smallville et qui rencontre, enfin, c'était devenu ridicule, ils avaient même ramené Zod et tout, donc Ouais. vraiment c'était assez pathétique. Et je me souviens particulièrement que la fin, parce que j'avais arrêté de regarder, je sais plus vers quelle saison, la 7 ou la 8, sur 10 saisons, j'avais quand même regardé le final, et ben c'était bien de la merde. Ah, bon. Le moment où il enfile le costume, quoi, c'est le truc que t'as attendu pendant 10 ans si t'as tout regardé, Ouais. et ça le fait pas, quoi. C'est un peu moche Oui. d'en arriver là.
Bah en tout cas, quand t'as parlé du passage dans le Superman Returns qui te filait la chair de poule, c'est marrant parce que ça m'a tout de Suite évoqué le donneur. Encore, on en revient au donneur. Moi, dans le donneur, c'est le passage où Superman, c'est vers le climax final, où Lois est dans sa voiture. Alors, je fais ça de mémoire. Hein. Ouais. Et donc Superman s'énerve, il pousse un cri de rage mais absolument glaçant et décolle pour faire tourner la Terre à l'envers, donc pour revenir en arrière. Une idée absolument brillantissime et complètement improbable. Mais ce passage-là, c'est la chair de poule à chaque fois. Enfin, je sais que ça fonctionne sur moi, mais du tonnerre. Vraiment. Ouais, c'est le moment où Reeve t'explose à la gueule. Hey, je suis Superman. Ouais, Un peu comme. Parce que je parle justement du fait que le film reprend beaucoup de l'original de Richard Donner, mais la BO aussi, signée John Ottman, elle reprend évidemment le thème de John Williams, qui à lui seul dit Superman. Ouais, bien sûr. Pendant 3 minutes et quelques, c'est Superman, 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 Superman. T'as même pas besoin de regarder le film. Ouais. T'as déjà vu Superman, entendu Superman du moins. Et la BO, que j'aime beaucoup dans ce qu'il y a d'original, reprend aussi beaucoup de choses de la version de Williams. originale. Ouais. Ok, bah écoute, c'est vrai que je vais peut-être m'y pencher un de ces quatre sur ce Superman Returns. Il faut lui donner sa chance. Maintenant, en plus, ça va faire plus de 10 ans. On n'a pas parlé de Nicolas Cage et de son amour pour le personnage de Superman parce qu'il a failli faire sa version quand même, le père Nicolas. Ouais, avec Tim Burton, mais je déteste Tim Burton profondément, et j'ai vu les concepts du costume, etc. Je suis extrêmement content que ce film ne se soit pas fait. Oui, je crois que je suis d'accord avec toi, parce que malgré l'amour de Nicolas Cage pour le personnage, je crois que ça ne l'aurait pas fait non plus. Ouais, il a appelé son fils Kal-El en plus. Ouais, et c'était sur un scénario de Kevin Smith. Il raconte aussi dans la vidéo dont je parlais l'histoire, comment il s'est retrouvé sur le projet et les trucs, le producteur complètement fou qui voulait absolument que Superman affronte une araignée géante. Le film s'est pas fait. Le film suivant qu'il a fait, ce producteur, c'était Wild Wild West, dans lequel se trouve une araignée géante. Effectivement. Parfait. Et il voulait aussi absolument un ours polaire, et l'ours polaire, tu peux le voir dans Man of Steel. C'est le petit clin d'œil. Ah, on sent que ils ont de la suite dans les idées quand même, c'est bien. Bon, bah écoute, si on a fait le tour, on s'est un peu éparpillé encore sur Superman, mais on a un peu couvert plus qu'il n'en fallait. Et bah écoute, y a pas d'intervention de Bastien de prévu là ? Suce ma bite, PD. Non, merci, sans façon. Bah écoutez, donc on va enchaîner maintenant avec Van Helsing. Donc bah écoute, Seb, c'est vrai que c'est marrant parce que y a plein de points communs entre Superman Returns et Van Helsing au final. Là c'est 2004. Stephen Sommers à l'époque il sort du double succès phénoménal de La Momie et du Retour de la Momie, et auparavant il avait fait une petite série B plutôt sympatoche qui s'appelait Deep Rising, et en français Un cri dans l'océan avec Famke Janssen, voilà, qui est la Jean Grey des X-Men, effectivement. Tout est lié. Et il y avait également Treat Williams en personnage principal de ce Deep Rising. Donc à l'époque, Summers, il peut à peu près, comme Singer à l'époque, il peut plus ou moins tout se permettre. Il a donc le succès des momies derrière lui, et Universal lui laisse les coudées franches et croit beaucoup en lui, je pense, pour relancer les anciens mythes du studio, les mythes fantastiques, donc les Dracula de Todd Browning, les films des années 30, le Frankenstein de James Whale aussi. Et donc Sommers va s'atteler à réaliser un film où tous ces monstres du bestiaire fantastique de la Universal vont être réunis. Et c'est Van Helsing. Donc un personnage secondaire dans le Dracula de Todd Browning, encore que non, il a quand même plus ou moins le rôle principal, mais dans le roman de Bram Stoker aussi. Et le style de Sommers à l'époque est très simple. Il mélange aventure un peu à l'ancienne, donc pour les momies et pour Van Helsing aussi, et il combine ça avec les effets spéciaux les plus pointus de l'époque, et ça lui a fait péter le box-office donc pour ses momies, et il va tenter de réitérer la même formule sur Van Helsing. Il va y apporter quand même quelques nuances et prendre des risques, enfin moi ce que je considère comme des risques,
qui auront beaucoup plus de mal à passer vis-à-vis du public et de la critique que ce que le résultat avait donné pour la momie. Donc je vais parler vite fait du casting, parce que contrairement à Superman Returns où les acteurs, enfin pour Ken Bosworth et pour notre ami Nicolas Hoult, c'est des... Brandon Routh. Pardon, Brandon Routh, oui, alors là je sais pas pourquoi je les ai toujours mélangés ces deux-là. Donc là on a des stars qui étaient à l'époque en plein boom. Donc on a Hugh Jackman pour le rôle principal, donc lui il sort à l'époque déjà des premiers X-Men encore. Ouais. Et on a Kate Beckinsale qui sort elle du premier Underworld qui avait très bien marché, même si tout le monde a oublié ce truc, plus ou moins. Et Pas moi. Kate Beckinsale dans une combi en cuir, je n'oublierai jamais. Ouais, c'est vrai que J'ai vu le dernier, je les ai tous vus moi. Eh bah, quel courage. Donc C'est l'amour. C'est vrai, c'est ça, c'est les yeux de l'amour. Donc le héros est interprété par de notre ami le uber cool Hugh Jackman, pour un Van Helsing qui est quand même très 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 loin de celui qui est créé par Bram Stoker. Et dans le film, il va traquer sans relâche les monstres aux quatre coins du globe. Et en parlant de globe, donc, et là je rends un hommage appuyé au regretté Jean-Luc Delarue, donc on en revient à Kate Beckinsale, donc qui là, elle est elle aussi... affublé d'un costume très très saillant, pas comme dans Underworld mais pas loin. Donc voilà, j'ai parlé du casting. Le reste du casting est beaucoup moins sexy. On avait notre ami sidekick un peu relou, on avait David Wenham qui devait sortir, je pense que c'était les deux tours oui, les deux tours étaient sortis, donc il était dedans. Il faisait le frère de notre ami, le nom m'échappe. Boromir, voilà, il fallait le frère de Boromir, merci. Et donc le reste du casting est ce que je considère, et je pense que la plupart des gens considèrent comme le plus gros défaut du film, c'est notre ami Richard Roxburgh en comte Dracula. Et je pense qu'on peut le dire, c'est probablement le Dracula le moins charismatique de l'histoire du 7e art. C'est une véritable catastrophe, hein, franchement, et c'est bien dommage qu'il se soit planté sur ce choix de casting. Même Leslie Nielsen était un meilleur Dracula. Je pense qu'effectivement Leslie Nielsen était un bien meilleur Dracula dans le fabuleux film de Mel Brooks. Donc Stephen Sommers, son envie c'est quand même de livrer un divertissement, je pense, sur un tempo très élevé. Et quand je dis très élevé, c'est pas hystérique, hein. Il y a quand même une nuance à apporter. C'est un scénar qui est ultra classique dans sa construction. Il n'y a pas beaucoup de prise de risque à ce niveau-là. Entre chaque séquence d'action, je pense qu'on peut quasiment chronométrer les passages dialogués. Mais il va se permettre quand même quelques écarts, que moi je pense qu'il mérite d'être salué, et surtout dans un blockbuster US de l'époque. Ne serait-ce que son intro en noir et blanc qui rend hommage donc au classique de James Whale, le Frankenstein, donc qui se passe dans un moulin. Enfin, je vais pas vous refaire toute la scène, mais donc toute la séquence d'intro est en noir et blanc. Et mine de rien, c'est quand même pas si fréquent. Surtout à l'époque. Maintenant, c'est peut-être un petit peu plus. Je dirais que ça serait un peu plus mieux vu. On irait tout de suite en disant ouais, c'est un hommage, voilà, fanboy et compagnie. Et donc, je pense que Sommers a vraiment un amour pour ces films-là, et ça transparaît. Ça transparaissait déjà plus ou moins dans le premier La Momie, un petit peu moins dans le 2, et je pense que dans le Van Helsing, moi, je le sens. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais moi, je le sens. Donc ensuite, donc il y a cette intro. Il y a les scènes d'action qui sont plutôt nombreuses et quand même assez réussies, et malheureusement pas le climax qui est malheureusement en deçà du restant des scènes d'action. Ça vire au gloubi-boulga visuel. Une véritable une bouillasse. C'est une bouillasse. Ça part un peu dans tous les sens. Ouais, c'est une bouillasse visuelle. C'est moche, et c'est dommage parce que c'est vraiment la scène finale du film, et du coup ça fait complètement retomber le soufflet. Et puis la présence de notre ami Dracula n'aide pas. Et surtout, enfin voilà, c'est la chose que moi je m'étais dit la première fois que j'avais vu le film quand même, que notre ami Sommers avait eu les bollocks bien accrochés, et qu'il avait donc réussi, qu'il avait tenté quelque chose de très rare dans l'univers ultra balisé du blockbuster américain, c'est qu'il sacrifie son personnage féminin. Donc désolé pour le spoiler, mais donc Kate Beckinsale, elle trépasse si je faiblis. Non, pas Kate. Et donc ça fait de Van Helsing un personnage tragique, et j'en entends rigoler dans le fond de la salle, mais quand même. Donc je pense que l'envie de Sommers et l'envie du studio à la sortie de ce premier volet, c'est que c'est justement, à mon avis, il voulait lancer une nouvelle série de films, et malgré son succès au box-office, ça restera sans suite. La faute aux critiques qui ont été
enfin, qui ont été quand même assez molles et assez désastreuses. Et justement, par cette petite tirade, je voulais quand même signaler que le travail effectué par toute l'équipe était quand même plutôt sympa. Enfin, franchement, il n'y a pas des branques en équipe technique. Il y a Allen Davio qui était le chef-op, Davio, le chef-op quasiment attitré de Spielberg dans les années 80, parce que, excusez du peu, le mec était derrière Empire du Soleil, La couleur pourpre et E.T. Et c'est pas rien. Bon, même si Empire du Soleil et La couleur pourpre, c'est des exceptions un peu dans le cinéma de Spielberg, surtout à l'époque. Et mention spéciale à la BO Tony Truant d'Alan Silvestri. Alors effectivement, elle est un petit peu particulière, c'est très synthétique, c'est plein de percus. Enfin, c'est vraiment le style de Silvestri dans toute sa splendeur. Et moi, je trouve que ça passe bien. Je prends mon pied. Jusqu'à cette malheureuse scène finale, malheureusement. Et on a, du coup, tout ça assure une qualité de spectacle qui était franchement rarement atteinte au mi-temps des années 2000. Et même, si vous revoyez Van Helsing aujourd'hui, je suis sûr que, comparé à ce qui sort maintenant, mais c'est bien mieux. Les scènes d'action sont lisibles. Voilà, il y avait quelque chose. Et maintenant, ça a un peu disparu. Alors, je vais encore passer pour le vieux compte service, mais ça, c'est pas grave. Et j'assume totalement mes propos. Et tant pis, je dis sus aux associations qui encore nous casseront les pieds. Sus. Et donc voilà. Et la carrière de Sommers, elle aura eu du mal à s'en relever. Alors oui, il a fait l'excellentissime G.I. Joe derrière. Enfin, j'ai pas vu. Moi je l'ai vu, c'est de la merde. Voilà, merci. Et du coup, l'homme aujourd'hui, il est cantonné à des projets beaucoup moins ambitieux, beaucoup moins colossaux au niveau budgétaire. Et son nom, j'ai quand même vu qu'il était toujours associé à un hypothétique remake de When Worlds Collide. Alors c'était le choc des mondes en français, de Rudolf Maté. C'est un classique SF des années 50. Et du coup, Sommers serait en train de bosser dessus. Et donc, malheureusement, on peut donc s'apercevoir que il est condamné à remettre au goût du jour des classiques d'antan. Et pourquoi pas? Pourquoi pas, si il retrouve l'amour qu'il avait eu sur La Momie et même pour moi sur Van Helsing, pourquoi pas. Là, surtout qu'il passerait à un film de science-fiction, des effets spéciaux au goût du jour, ça peut le faire. Surtout que When Worlds Collide, il faut être franchement, faut le dire franchement. Le film est pas inoubliable, ça passe parce que voilà, c'est historiquement important au niveau des effets spéciaux. Et que c'était sorti dans le contexte de la guerre froide et compagnie. Mais si on s'en tenait à la qualité du divertissement, ça atteignait rarement des sommets. Donc voilà, c'est à ce jour le projet auquel il est attaché. Alors je sais qu'il a fait également un film qui n'est pas sorti dans nos contrées, qui était interprété par Anton Yelchin, et je crois que tu l'avais vu. Ouais, Odd Thomas, ça avait un gros souci, il n'y avait pas de budget, donc c'était un tout petit film. C'est assez sympathique en fait, justement parce que Sommers c'est quelqu'un que j'aime bien avec modération quoi, mais sur les films que tu as cités, Deep Rising, le premier La Momie et Van Helsing, donc je retrouve cette sympathie à travers le film, et surtout parce que j'adore Anthony Yelchin, comme je l'avais déjà dit il y a 2-3 émissions sur Rudderless. Mais voilà quoi, ça va pas très loin, t'as pas envie de le revoir après quoi. Ouais, c'est ça. Et donc oui, on voit que du coup, il a peut-être voulu relancer sa carrière en faisant un film avec un budget beaucoup plus modeste, et malheureusement, ça n'a pas pris. Et donc Sommers, c'est vrai que c'est loin d'être le meilleur cinéaste en activité, on est bien d'accord, mais pour moi, ça reste un artisan plutôt solide qui fait son boulot avec efficacité, et s'il pouvait refaire un film rapidement, je cracherais pas dessus, je serais pas le premier à foncer en salle pour aller le voir, ça c'est clair, mais pourquoi pas. Donc, j'ai pas d'a priori négatif sur lui, et surtout Van Helsing, je vous dis, redonnez-lui sa chance, franchement. Je pense que les effets spéciaux ont pris un petit coup dans la gueule, faut être honnête. Mais franchement, vous passerez pour moi, c'est un bon film du samedi soir, et voilà, ça casse pas la tête. Franchement, voilà, c'est très efficace. Pour moi, c'est très efficace. Voilà. Ouais, je te confirme que les effets spéciaux ont un petit peu vieilli. Quand j'ai eu Netflix, c'est un des tout premiers films que j'ai vu quand je l'ai trouvé dans la Select.
parce que Van Helsing c'est très sympathique, je suis d'accord avec tout ce que t'as dit. Ouais. Ouais, donc ça a un tout petit peu vieilli. Il y a peut-être le film est un peu long, il y a quelques problèmes de rythme aussi. Tu disais qu'il y avait de longs tunnels de dialogue entre les séquences d'action, c'est pas forcément toujours ce qu'il y a de mieux dans le film. Oui, c'est clair, ouais. Ouais, effectivement. Mais voilà, voilà, faut lui redonner sa chance au petit Van Helsing. Moi, je sais qu'il a été mal aimé et moi, je le défendrai toujours. Un peu comme autre grand film mal aimé, mais ça ne sera pas le cas. Enfin, j'en parlerai pas aujourd'hui, peut-être pour une future émission de Mission Impossible 2. Oui. En tant que grand fan de la saga Mission Impossible 2 me fait un petit peu mal. Et je peux l'entendre tout à fait. Mais je l'aime aussi beaucoup d'amour, ce film. Donc, voilà. Est-ce que Bastien a une conclusion pour cette critique? Je ne sais pas. Bah justement, donc malgré le fait que tout le monde nous dise que c'est nul, nous on dit le contraire. Et Bastien, il en pense quoi? Et là, j'ai vu mon coco et bah tu peux pas me la faire, quoi. Eh bien, effectivement, Bastien, on aura du mal à te la faire. Donc, écoutez, Seb, est-ce que tu as 2-3 trucs à nous rajouter, à nous dire ou pas? Pas spécialement, là je suis bon, mais je pense que ce serait intéressant. Ça fait un moment que j'avais envie de parler. Enfin, c'est un peu un film de réserve au cas où j'aurais rien comme sujet. J'ai très envie de parler de Mission Impossible Rogue Nation, donc ce serait cool qu'on fasse une émission spéciale Mission Impossible. Sur les missions impossibles. Ce serait une émission impossible, Ouais, effectivement. On peut se faire ça effectivement dans le futur. Alors on a d'autres idées dans le futur. Vu qu'on est entre nous, on peut vous les faire partager. On a peut-être sous le coude. Enfin, on a très envie de faire une émission spéciale Game of Thrones. On a également très envie de faire une émission spéciale sur un de nos cinéastes fétiche, Bong Joon-ho, surtout à l'occasion de la sortie de Okja. Donc voilà, ça c'est un peu ce qu'on a envie de vous faire dans le futur. Dites-nous si ça vous convient ou pas. Et puis si ça vous convient pas, on les fera peut-être quand même de toute façon. On en a rien à foutre, mon livre. Voilà. Et je pense que pour les prochaines semaines, on va pouvoir parler de Leftovers. Alors je sais pas, tiens Seb, justement, si tu t'es mis à jour sur Twin Peaks. Non, j'ai même pas encore regardé un seul épisode. Je viens de réaliser que ça passait donc ce soir, alias hier soir pour voilà. Ceux qui nous écoutent. Donc non, je suis absolument pas à jour. Effectivement, donc on parlera peut-être de Twin Peaks, on verra ça. Je vous laisserai me convaincre de reprendre la série. Ouais, en tout cas, on croise très fort les doigts pour cette 3e saison qui donc intervient 25 ans après la dernière, il faut le rappeler. Et bien sinon pour conclure, vous pouvez... on peut demander à Bastien ce qu'il a pensé de l'émission peut-être. Oui c'est vrai Bastien, qu'est-ce que t'en penses? Ça m'a pas passionné, vous l'avez compris. Hein. Eh bien peut-être que tu n'es pas le seul. Donc vous pouvez nous retrouver sur Twitter avec Bug le podcast, Grumpy Seb pour Seb, pour moi-même c'est Alphonse Dadet, D-A-D-A-I-S. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas louper les nouveautés. On va peut-être accélérer le rythme de croisière, on ne sait pas, on voit ça d'un bon oeil. On aimerait bien, si ça vous convient, faire des numéros un peu plus fréquemment. Voilà. Seb, t'as quelque chose à rajouter ou pas? Absolument pas. On va juste essayer de trouver le temps aussi pour enregistrer les émissions parce qu'il y a des gens qui ont des boulots. Oui, c'est vrai que, effectivement. Il y a des gens qui ont des boulots, il y a des gens, contrairement à moi, qui ont aussi en plus une vie privée. Donc, oui, ça ne nous regarde pas. On va peut-être poser... non, est-ce qu'on a une question sous le coude? Attends, je cherche... peut-être qu'on a... Non, on n'a pas de question. On va essayer de faire plus court que d'habitude. Donc sur ce, les amis, je vous souhaite à tous une bonne soirée, bonne journée si vous nous écoutez à un autre moment. Take care et à la prochaine. Ouais, on va laisser le mot de la fin à Bastien. Et donc, à bientôt. Bastien, c'est à toi. Il faut savoir dire au revoir à un univers. Voilà, c'est fini. Ma bite